Voilà pour ce morceau de Sophie Hunger tiré de son dernier album Supermoon. Donc juste avant de vous diffuser l'intervention de nos deux auteurs Ben Lebec et Morgan Velten, je vais un petit peu introduire ce que c'est que les Rues de Lyon, ce magazine pour lequel sont venus ces deux auteurs, ainsi que très rapidement le travail de Morgan Velten, parce que c'est ce morceau-là qui manquait en fait à l'intervention dû à un petit défaut technique bien indépendant de notre volonté. Voilà, donc les Rues de Lyon, c'est un mensuel qui a été lancé par l'Épicerie Séquentielle. Donc l'Épicerie Séquentielle, c'est une association à but non lucratif, bien évidemment, d'auteurs lyonnais, exclusivement lyonnais, et en fait qui ne regroupe pas forcément que des auteurs. Il y a également toute personne de bonne volonté, bien sûr, est accueillie dans cette association, mais on va dire que ça regroupe le monde de la bande dessinée au sens large, donc surtout représenté par ces auteurs récemment. Vous avez peut-être vu dans le dernier Télérama ou celui d'avant, j'ai un doute sur le numéro exact, Télérama a consacré un article sur l'épicerie séquentielle et en fait le projet des Rues de Lyon, et il a été présenté par Olivier Jouvray. Olivier Jouvray, c'est l'auteur assez connu de Lincoln, en tout cas c'est un des plus connus de Lyon, qui présentait cette nouvelle scène de la bande dessinée comme l'Eldorado créatif de la bande dessinée franco-belge. Et c'est vrai qu'il y a énormément à Lyon, enfin dans le bassin autour du Rhône en tout cas, énormément d'auteurs de premier plan au niveau de la bande dessinée. Et d'acteurs aussi de premier plan, même s'il y en a beaucoup moins qu'à Paris, c'est-à-dire que les grands éditeurs sont quand même beaucoup à Paris. On a quand même en Rhône-Alpes Glénat qui est en fait basé à Grenoble. Voilà, donc l'épicerie séquentielle se constitue sur cette base assez solide et propose assez rapidement un mensuel donc, qui s'appelle Les Rues de Lyon, qui va vous proposer sur 12 pages de la bande dessinée dessinée et scénarisée par des auteurs du cru, des auteurs lyonnais, autour d'anecdotes lyonnaises, d'histoires vraies, vécues ou rapportées, donc lyonnaises. Donc l'association, la particularité de ce mensuel, en fait, c'est que l'association a décidé de gérer au maximum son petit bébé et de réduire au maximum les distances entre les auteurs et les lecteurs. Donc, elle a décidé de les vendre directement dans les librairies, principalement les librairies, certaines maisons de la presse aussi. Enfin, toutes les personnes qui étaient prêtes à accueillir leur magazine et leur mode de fonctionnement. Il faut savoir que ce petit mensuel se vend 3 €, donc 12 pages de bande dessinée à 3 €, et dont la répartition au niveau budgétaire se fait de cette manière. 1 € ira directement à l'auteur, 1 € au point revendeur, donc au libraire, à la maison de la presse, peu importe ceux qui le revendent, et le dernier euro va à l'association, qui lui permet en fait de relancer une autre vague de projets. Il faut savoir que ce projet au départ a été lancé sans fonds, c'est-à-dire que l'association n'avait pas de fonds particuliers pour pouvoir lancer ça, donc ils ont lancé une campagne de crowdfunding. Donc vous en avez probablement déjà entendu parler. Ce sont ces projets qui font appel aux dons des personnes qui seraient intéressées par le projet via des plateformes type Ulule. Il me semble bien d'ailleurs que les Rues de Lyon sont passées par Ulule. C'est en fait les gens qui sont intéressés par le projet qui font des donations directement, parfois avec contrepartie, parfois pas. En tout cas, il s'est trouvé que les Rues de Lyon et son projet sur ce mensuel a trouvé très rapidement son budget pour pouvoir se lancer, même je crois un peu plus, nous a-t-elle dit, et a pu lancer directement 6 premiers numéros. On en est actuellement au numéro 9.
Et donc, la particularité également, c'est qu'en fait, on se rend compte que cette association d'auteurs se passe finalement des éditeurs. Alors, il faut voir que l'organisation un petit peu de cette association se fait en opposition avec la politique des éditeurs actuellement, qui se veut en pleine surproduction et qui propose aux auteurs souvent même des auteurs qui sont publiés et parfois même des auteurs dont les ventes marchent très bien, une certaine précarisation du fait des rétributions des droits d'auteur tout simplement. Il faut savoir que les auteurs en général touchent entre 6 et 8% sur un prix de vente d'une bande dessinée. Que souvent ils ne touchent pas ces prix-là parce qu'ils touchent au moment de la conception de la bande dessinée des avances sur droit et qui sont évidemment après comblés par les ventes d'albums. Ici, donc 1 euro pour l'auteur, 1 euro pour le libraire, 1 euro pour l'association, ça fait en fait 33% du prix, donc on est dans des marges bien plus importantes. Il faut savoir que les auteurs qui participent aux Rues de Lyon, qui publient, participent également énormément à l'infrastructure de l'épicerie séquentielle et donc de la diffusion en fait des Rues de Lyon. Morgane Belten, qui est venue ici présenter les Rues de Lyon, nous s'occupait elle de la relation par exemple avec La Poste. Donc tout bêtement, elle fait un petit peu le travail en tant qu'auteur, mais surtout de participante à l'association de ce que font les éditeurs, pour les relations avec La Poste, pour gérer tout simplement les envois de ces abonnements. Donc, sachez que les Rues de Lyon se trouvent chez le libraire, mais vous pouvez aussi vous abonner à ce magazine pour le recevoir directement chez vous, évidemment. Vous pouvez voir ça sur le dos d'un des exemplaires des Rues de Lyon. Ils sont ici en prêt à la médiathèque. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse avec la fin des interventions qui ont été prévues. Il y a quand même 1 heure d'intervention, ou 50 minutes d'intervention à peu près. Très intéressante donc sur le contexte un petit peu de l'édition de bande dessinée en France actuellement et le projet des Rues de Lyon. Et donc avant de vous laisser avec nos 2 auteurs, Ben Lebègue et Morgane Belten, je voulais remercier évidemment l'association l'épicerie séquentielle d'avoir pu rendre possible cette rencontre, Servan Renault qui a servi de lien avec l'association, mais également l'association de la Bulle d'Or de Brignais qui a organisé en fait et a proposé aux médiathèques cette rencontre. Je remercie également Emmanuel Méline qui fait partie de l'épicerie séquentielle, qui a travaillé dans l'édition et en librairie, notamment chez Glénat dernièrement, et qui vient ici mener le débat. Donc je remercie tout le monde d'être venu à cette rencontre, et je vous laisse donc avec tous nos intervenants. Merci beaucoup. On a recherché. Moi, je voulais être vraiment sûr de chaque truc. Moi, par contre, si je dis que c'est vrai, il faut vraiment que ça soit vrai. Donc, j'ai cherché, on a recherché, essayé de recouper les choses pour essayer de savoir. Notamment, donc je parle, j'ai pas pu parler de tout le monde forcément. Donc, je parle vraiment d'histoires assez pertinentes, notamment l'histoire de cette famille lyonnaise. Il y a une famille lyonnaise à Lyon qui a fait fortune dans la soierie, donc c'est fin XVIIIe siècle, donc juste avant la Révolution française. Ça se passe juste avant la Révolution française. Et cette famille lyonnaise est tellement riche que du coup elle devient prêteur. Elle prête beaucoup d'argent, et elle va prêter notamment de l'argent à un naturaliste sur Paris, qui s'appelle Buffon, qui a découvert énormément de choses, qui a même un buste, il y a un buste de Buffon au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et le problème, c'est que Buffon, il faisait beaucoup d'explorations, mais il rendait pas forcément l'argent quand il fallait. Et la famille lyonnaise, ils étaient assez carrés, quoi. Si il rendait pas l'argent à telle date, il envoyait les huissiers, il traînait le gars en justice, quoi. Et du coup, Buffon, à chaque fois, c'était 13 millions pour lui, parce qu'en fait, à l'époque, les huissiers, ils avaient une canne, et ils devaient taper le gars, et à partir du moment où le gars était tapé, il était sur l'ordre du roi.
Donc il était soumis à l'ordre du roi, et donc il était obligé de rembourser, quoi. Donc du coup, Buffon, le naturaliste, il a tellement été emmerdé, excusez-moi du mot, par cette famille lyonnaise-là, que quand il va découvrir une nouvelle espèce de singe, il va donner le nom de la famille au singe. Et c'est comme ça qu'est né le babouin. Babouin, ça vient de cette famille lyonnaise-là. D'accord. Donc voilà, il y a plein d'histoires comme ça, qui sont hyper étonnantes. En fait, tu veux dire que de travailler sur le cimetière de Loyasse, ça t'a fait découvrir des gens enterrés là-bas, Voilà. qui ont une vie illustre et qui racontent des histoires Exactement. encore sur Lyon. Et puis même aujourd'hui, de notre quotidien, voilà. Par exemple, moi je ne savais pas que, par exemple, quand je fais ma lessive et que je regarde ma lessive, il y a toujours eu des petits points bleus. Je me suis toujours dit, mais à quoi ça sert les petits points bleus? Et en fait, les petits points bleus, c'est ce qu'on appelle des agents azurants, c'est-à-dire que ça met un léger voile bleu sur votre linge, et avec la synthèse des couleurs, votre linge paraît, à votre vue, plus blanc. Et en fait, cette synthèse de couleurs-là, c'est ce qu'on appelle le bleu guillemet. Donc, et ça a été inventé par le chimiste Jean-Baptiste Guillemet, qui a réussi à synthétiser le bleu outre-mer. Et du coup, il a fait fortune là-dedans. Et encore aujourd'hui, il est enterré là-bas. Et encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est dans notre vie quotidienne, quoi. Et du coup, il a fait fortune. Et son fils, du coup, qui est arrivé, et papa était tellement riche que lui, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dépensé l'argent à traverser le monde. Et il a, c'est lui qui a fait voilà, le musée Guillemet. c'est lui qui a fait le musée Guillemet, parce qu'il a rapporté énormément de collections. Et ce qui a donné une partie de la collection est au musée de Confluence. Et il y a le grand musée Guillemet, qui est l'un des plus grands musées sur l'art asiatique d'Europe. C'est le plus grand musée d'art asiatique d'Europe, par exemple, à Paris. Donc voilà, toutes ces choses-là, on ne sait absolument pas. Et pourtant, c'est à Loyasse, quoi. Enfin, Du coup, ça a été super dur de faire que 12 pages pour toi. Ouais, c'était hyper dur de se dire, bon, bah là, je choisis ça. Ouais, on pourrait carrément... Rien que les sur les cimetières de Loyasse. Mais en même temps aussi, j'avais envie que les gens, ils aient envie d'y aller aussi. Voilà. Et du coup, de découvrir d'autres choses aussi. Mais il y a plein d'histoires complètement étonnantes, complètement... Quelles sont tes techniques de dessin, toi, sur... Alors, la couverture est toute à l'aquarelle. Et puis, j'ai fait un petit montage sur Photoshop pour mettre un peu de texture. Mais sinon, les planches à l'intérieur, complètement classiques, crayonnées, ancrage à la plume, et j'ai mis un peu d'aquarelle bleue pour les volumes, et puis après, mise en couleur sur Photoshop, à l'ordinateur. Est-ce que ça vous a donné envie de faire d'autres numéros par la suite, ou de faire d'autres recherches sur les histoires de Lyon? Moi, oui, en tout cas, oui. Oui. Bah, j'allais dire plus qu'un numéro, là je suis surtout intéressée par nos prochaines publications, nos prochains vrais projets éditoriaux. D'accord. Qui vont pas avoir vraiment le même format, etc. Et là apparemment ça va être sympathique, parce qu'on a prévu de faire des gros volumes à publication annuelle. Et on voudrait en faire un sur la gastronomie lyonnaise. Voilà, quand je parle de gros volumes, c'est genre 300 pages, un truc comme ça. Et là, effectivement, on aura quoi parler. On n'aura pas besoin de n'aura pas besoin de se contenir en 10 pages. On voudrait en faire un sur l'ésotérisme, etc. également. Il y a de quoi faire sur l'ésotérisme. Voilà, donc ça, je connais pas du tout l'ésotérisme lyonnais, mais ça doit être absolument passionnant. Donc ça, effectivement, ce sont des projets dans lesquels j'aimerais bien m'impliquer aussi. En fait, Lyon a 5 millions d'histoires, donc on ne s'imagine pas, mais il s'est passé des trucs de folie, quoi. Dire qu'on a eu un ou deux Pékins qui se sont pointés en nous disant ouais, non, mais quand même, avec votre système, vous allez arriver en rate d'histoire assez vite. Et en fait, c'est... Rabelais est venu... Rabelais a passé à Lyon et il a eu une influence incroyable, quoi. Enfin, il a écrit Gargantua ici. Bon, il l'a publié sur Paris. Mais Rabelais, c'était un médecin très réputé à l'Hôtel Dieu, par exemple. Il était médecin à l'Hôtel Dieu. Il était extrêmement réputé parce qu'il parlait couramment le grec et le latin. Et il a traduit tous les textes d'Hippocrate. C'est lui qui a traduit tous les textes d'Hippocrate. Et par contre, ça, il l'a édité.
ça a été édité par Sébastien Griff, un imprimeur allemand venu à Lyon. Il faut savoir pour la blague, c'est que les auteurs qui sont présents font partie d'un atelier qui s'appelle KCS, qui est rue Sébastien Griff. Qui est rue Sébastien Griff, donc voilà, la boucle est bouclée. Mais, voilà. mais c'est vrai que Lyon, c'est vraiment très étonnant, très très étonnant. Tout ce qui s'est passé. Oui, du coup, on a une matière aujourd'hui, il y a donc le 10e numéro, excuse-moi, qui va sortir normalement la semaine prochaine. Il est sous prête hier. Ouais. Donc en termes d'époque, d'histoire et de thématique, déjà en 9 numéros, on a des choses très différentes les unes des autres. Des techniques graphiques qui sont très différentes aussi. Il y a une esthétique, il y a une vraie volonté graphique et belle, moi j'ai envie de dire. Enfin, il y a vraiment un travail très qualitatif qui a été fait. Nous, dans notre partie, moi dans ma partie, on va dire diffuseur, moi je suis pas auteur, hein, je suis libraire de métier. Et on a été vraiment emportés par le projet parce que, contrairement à tout ce que les maisons d'édition ont l'habitude de nous montrer en capacité de journal, c'est rarement pérenne, ça survit mal généralement à la lecture, surtout passé de main en main. Et là, on a un beau papier qui a un grammage qui est plus épais, qui est mat, donc il y a une impression un peu à froid. Enfin, qui est fait localement. Voilà, qui est fait localement. Donc, avec des encres recyclées, avec un papier recyclé. Donc on est vraiment dans une optique durable jusqu'au bout des ongles. Donc il y a une dynamique où on cherche pareil pour tout ce qui est animation, à venir à chaque fois aussi avec des présentations pour vraiment porter haut la bannière de l'association et des auteurs qui s'y sont impliqués. Parce qu'on croit justement en cette rétribution déjà plus sincère par rapport au travail des auteurs. Voilà, il y a clairement un tiers du prix qui va directement aux gens qui ont travaillé dessus, ce qui n'est pas le cas dans la littérature aujourd'hui. Quand vous achetez un livre, vous achetez un livre 20 €, et bien en moyenne, il n'y a que 6% qui va à l'auteur. Ça, il faut vraiment le savoir. Là, le plus gros du prix va dans la poche du distributeur. Donc c'est vraiment le distributeur qui va affréter le représentant et surtout tout le circuit de distribution qui va amener le livre jusqu'au point de vente. Nous, vu qu'on est bénévoles, c'est nous qui nous rétrocédons entre nous la mise en place directement chez les libraires ou les points de vente. On a des magasins bio qui vendent le bouquin. Je ne sais pas si tu as d'autres points de vente en tête. On est en train de se battre là, enfin, ça devient une bataille alors qu'ils ont vraiment demandé, mais ça devient une bataille parce que c'est impressionnant le nombre d'échelles qu'il y a pour y arriver, mais pour De Citre et la FNAC qui ont demandé à référencer les rues de Lyon. Donc pour nous, c'est un peu une victoire. À la fois, il faut vraiment montrer patte blanche pour arriver jusqu'au bout, mais on va y arriver. Parce qu'on est fiers que... C'est-à-dire montrer patte blanche parce que... Alors, ils demandent un référencement. Alors, il faut savoir que c'est des réseaux de distribution qui ne rétrocèdent pas de marge inférieure à l'habitude. Sauf que nous, on a négocié ça pour avoir un volume, une commande en volume. Nous, d'habitude, tout le monde est à 33%. L'association, l'auteur et le point de revente. Mais le point de revente, il faut savoir, en moyenne, un libraire, il touche 40%. Donc, 40%, ça peut vous paraître énorme, sauf que quand on a une structure, un bail commercial, un loyer, des salariés, plus le plus gros coût de transport, c'est la plus grosse charge pour un libraire. Il faut savoir que quand vous commandez un livre qui n'est pas en librairie, qui vous est affrété gratuitement chez votre libraire, c'est lui qui supporte le coût de transport. Bon, c'est le cas d'Amazon, je le sais bien, qui peut vous livrer directement chez vous, mais le circuit de libraire n'est pas le même. Et puis le service, on dira, pour que je ne me fâche pas, n'est pas le même non plus. Après, ce qui est intéressant, c'est que on a réussi à trouver une structure économique où, à proprement parler aujourd'hui, les premiers numéros, on peut dire, se sont écoulés pratiquement à plus de 50%. Oui, il y a à peu près 14 000, 15 000 bouquins de rue de Lyon qui ont été vendus déjà. Donc ça veut dire que sur chaque numéro, normalement, est édité à 3000 exemplaires. 3000 exemplaires, à notre échelle lambda, vu le nombre d'habitants sur Lyon, on se dit, oh là là, rien du tout. Il faut savoir que c'est une bataille de chaque semaine, de pouvoir placer, ne serait-ce que dans un nouveau point de vente, un projet même dans lequel on croit. La plupart du temps, en librairie, ou même hors librairie, c'est compliqué parce que les gens se disent, un livre aujourd'hui, vu qu'il y a 4000 BD qui sortent par an, c'est une place
qui est affrété. Et la particularité d'un journal, ça veut dire que tous les mois, on leur ramène quelque chose à la même place. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une place qui soit consacrée aux rues de Lyon. Et il faut que le libraire, le point de vente, soit séduit par notre projet pour pouvoir aussi le défendre. Parce que la particularité, c'est que ce n'est pas une BD lambda, c'est un journal. Donc aussi, il faut qu'ils comprennent les valeurs du projet pour avoir l'intelligence de se dire que des 40% usuels, ils vont tomber à 33%, avec des conditions de vente qui ne sont pas les mêmes que les autres bouquins. Il faut savoir que quand vous avez le dernier Marc Lévy, on va dire, qui sort, peu importe, en librairie, les invendus, en 2 mois, vont être retournés. Et ce qui va permettre au libraire d'avoir une rotation de comptabilité, puisqu'il va être remboursé par l'éditeur. Il faut savoir que nous, c'est du ferme. C'est-à-dire que ce qui s'engage à prendre, il s'engage à le vendre. Pour nous, c'est important de pouvoir rétribuer justement les auteurs qui se sont engagés dessus par leur dire « Ah ben tiens, on va te faire un chèque, mais dans 3-4 mois, tu vas nous rembourser parce qu'on a eu des retours dessus. » C'est ce qui se fait usuellement. Usuellement, les retours sont défalqués des droits d'auteur. Donc ce qui est une tambouille qui existe depuis 200 ans, hein, c'est comme ça l'édition. Nous, on est arrivé à un constat aujourd'hui, il y a trop de sorties en librairie qui déprécient en plus la condition des auteurs et qui en plus déprécient aussi notre condition de libraire, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où donner de la tête, les lecteurs aussi. Donc le but, c'est de réfléchir intelligemment à un projet où on a une visibilité sur quelque chose de qualitatif et sur lequel tout le monde puisse vivre équitablement. Donc on est arrivé à cette constitution. Donc là, on a le 10e numéro qui doit sortir dans la semaine. Alors, sur l'exposition universelle. Voilà, sur l'exposition universelle de Lyon. Il faut nous excuser d'avance parce que quand un numéro sort, il n'est pas équitablement diffusé le même jour partout. On n'est pas Hachette. Hein. Donc on est tous avec nos vélos, nos petites mains, nos petits pieds, à les amener. Il y a combien de points de vente aujourd'hui, tu sais ? Il y a une vingtaine, une bonne vingtaine. Et hors Lyon inclus, hein, donc il y a Brigné, Mornan, tu disais... Marseille, on n'y va pas à vélo. Hein. Marseille. Alors voilà, des fois, on a eu en présentation de projet des coups de cœur, mais des vrais élans d'amour. Et moi, je me bats des fois contre des libraires, alors que c'est des collègues qui jouent pas le jeu. Je trouve il faut savoir que le minima de commande qu'on demande, c'est 3 en termes de quantité, parce que nous, ça nous rembourse dans nos frais intellectuellement. Moi, je me dis, voilà, je suis venue pour 3 numéros, mais c'est mieux que 1. Et quand ils tentent le truc, généralement derrière la commande est exponentielle, donc ça fait plaisir. Généralement, les gens n'ont pas regretté de jouer le jeu. Voilà. Moi, j'ai mon ancien patron qui travaille à la Pardieu. Au début, ils m'en ont pris 10 de chaque. Bon, mais au bout de 2 jours, ils m'ont rappelé. Et maintenant, ils les refont par 50, par 75. Bon, mais on se dit, ça fait plaisir qu'un projet local, participatif, qui rémunère à 1/3 les auteurs, soit présent à la Pardieu, où il y a un passage jour de 1500 personnes. On se dit, c'est un petit succès. Et quand il y a des libraires de Marseille, parce que tout le monde nous dit, ah ouais, mais les rues de Lyon, ça va se vendre qu'à Lyon. Il y a un libraire de Marseille qui trouve l'initiative intelligente, qui a un public, qui veut apprendre des choses sur Lyon, il a eu des demandes, du coup il nous commande les bouquins. Il se dit, mais pourquoi on n'arrive pas à fédérer tous les points de vente sur Lyon pour présenter le projet aussi. Puis il y a des Lyonnais expatriés, quand on envoie, qui sont abonnés, quand on fait des envois, il y a une dizaine de pays aussi. Donc il y a le Canada, il y a l'Écosse, tout ça. Il y a l'outre-mer aussi. Donc beaucoup d'outre-mer aussi. Oui, il y a l'Angleterre, il y a pas mal de Suisses. J'ai une copine qui s'est abonnée. Par contre, elle m'a dit, bon, je vais m'abonner, mais par contre, je vais déménager. Je suis mon copain, je pars en Angleterre. Du coup, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'arrange pour l'adresse ? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand tu déménages, tu nous donnes ta nouvelle adresse. Et on t'enverra ça. Tu peux expliquer que le coût d'envoi, du coup, il est supporté par qui ? C'est la structure de l'épicerie qui supporte les coûts de distribution. Oui. En fait, l'abonnement est à 40 €. Donc normalement, ça fait 36 € pour les numéros, pour les 12 numéros. Donc du coup, il y a 4 € pour les envois. Ça, c'est... ça, c'est quand on prend les 6 premiers numéros. Ouais. Voilà. Quand on prend l'abonnement en cours, quand on prend l'abonnement, mettons, à partir du numéro qui va sortir, donc là, le numéro d'octobre ou le numéro 10, on aura du coup les 12 prochains numéros et les frais de port, en fait, sont à la charge de l'épicerie. Par contre, quand on prend l'abonnement et qu'on voudrait avoir la collection complète, donc on demande les 9 premiers numéros et ensuite qu'on prend le 10, 11, 12 dans le cadre de l'abonnement,
on va demander une participation de 4 € pour l'envoi groupé des 10 premiers numéros, parce qu'effectivement, ça ne va pas rentrer dans le contrat qu'on a avec la Poste. Donc ça, il va falloir qu'on mette dans une enveloppe, qu'on se déplace, qu'on paye le timbre. Et ça commence à faire... voilà. Les premiers mois, quand on avait beaucoup de personnes qui s'abonnaient et qui demandaient les 6 premiers numéros, on avait 150, 200 € rien que pour poster les paquets de 6-7 numéros. Dès le premier envoi, avec la participation Ulu, ça fait combien d'abonnements à peu près? Je me souviens plus. Le premier envoi, la participation. Il y avait 600 personnes. Il y avait 600 personnes, mais elles n'étaient pas forcément abonnées. Parfois, il y en a certaines qui avaient acheté les 6 premiers numéros, mais qui ne s'étaient pas abonnées pour un an. L'abonnement pour un an lui-même, c'était environ 400 personnes, mais ça augmente, j'ai l'impression que ça augmente d'une centaine de personnes par mois. Oui. Donc c'est plutôt sympathique. En fait, le 7e, ils étaient à 400. Puis après, ouais. Mais il y en a beaucoup qui attendent. Mais même à la Poste. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas une obligation d'abonnement. Après, moi, j'ai toujours envie de dire que l'abonnement, ça peut être un peu pour les feignasses, hein, parce que c'est sympa de venir chez son libraire aussi, voir un peu tout ce qui sort, et puis aussi découvrir les ouvrages des auteurs, parce qu'il y a des auteurs, des fois, ça c'est très sympa, c'est que vous avez une 4e de couve, où à chaque fois il y a une petite bio de l'auteur qui a fait le numéro, et avec une bibliographie, donc ça permet, voilà, si vous avez aimé le travail, l'esthétique du numéro, vous pouvez retrouver aussi ce qu'il a fait par ailleurs, donc ça incite un peu à la curiosité, et c'est vrai que la dynamique des deux fonctionne bien. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un vrai moment de rencontre à chaque fois. De toute façon, qu'on vienne s'abonner, on a plaisir à avoir la surprise dans sa boîte aux lettres ou au point de vente quand on a enfin réussi à monter jusque je sais pas où, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement, les prochains numéros? J'ai un tout petit détail par rapport à la rétribution des auteurs. Tu dis qu'un auteur touche 6% en moyenne. C'est vrai. Le problème, c'est que par contrat, dans la case auteur, ça réunit sous un seul chapeau toutes les personnes qui travaillent sur le bouquin. Donc s'il y a scénariste, dessinateur ou scénariste, dessinateur, coloriste, c'est 6% à se partager. Voilà, à 3, mettons. Du coup, généralement, sur une BD qui se vend 15-20 €, l'auteur il touche un peu moins de 50 centimes. Ici, on vend le BD 3 €, l'auteur touche 1 €. C'est pas comparable. C'est absolument pas comparable. C'est absolument pas comparable. Pour la petite blague, les rues, ça fait longtemps que c'est en projet et en réflexion, mais au mois de janvier de cette année à Angoulême, on a un des grands directeurs de maisons d'édition en France. Donc il y a 3 grands groupes. Donc il y a Delcourt, Glénat, Dargaud, et donc c'est Monsieur Delcourt qui a dit aux auteurs qu'il fallait plus qu'ils espèrent en vivre, qu'il fallait tous qu'ils trouvent du boulot à côté. Un boulot à côté. Et je trouve que le plus beau pied de nez que les auteurs pouvaient leur faire, c'est que oui, on va faire un boulot à côté, mais enfin on va faire le tien. Parce qu'aujourd'hui, les auteurs, pour vivre, la plupart du temps, ils sont maquettistes. Ils travaillent dans de l'impression, ils travaillent dans différentes structures qui font que faire maintenant un ouvrage bien mis en scène et avec la com qui va autour et le représenter, ils savent le faire. Donc petit à petit, on va peut-être réussir à leur montrer que c'est à eux à réfléchir différemment leur contrat et ce qu'ils proposent aux auteurs. Puis ils sont sympas en disant oui, il faut trouver un boulot à côté, mais ce que beaucoup de gens ignorent, et apparemment les éditeurs également, c'est que le boulot de dessinateur de BD, c'est un boulot à plein temps. Pour faire une bande dessinée de, mettons, 45 pages, quelque chose comme ça, il faut un an. Pour les gens les plus rapides, c'est un peu moins. Pour moi, par exemple, avec mon style de dessin, c'est peut-être pas un peu plus, mais on est bien dans l'année complète. Et c'est pas l'année du professeur des écoles. C'est pas avec les 2 mois de vacances, etc. C'est avec 2-3 semaines de vacances parce que faut voir la famille parfois quand même. Mais voilà, c'est un boulot à plein temps, c'est un véritable boulot à plein temps. Le dessinateur, généralement on se dit toujours c'est l'artiste de la famille, c'est génial, travaille à la maison, et tout. Sauf que si un matin vous vous levez, vous n'y arrivez pas, ça veut dire que vous n'allez pas manger le soir. C'est ça. Sans faire Émile Zola, mais c'est un peu ça. C'est quoi vos projets actuellement? Vous travaillez chacun sur des BD aussi, de l'illustration?
Il y a d'autres choses qui vont sortir de vous dans les prochains moments? Non. Moi, je... non, j'arrête. C'est fini. Non, pas pour l'instant. Mais non, mais tu te remets de ton numéro. T'as mis combien de temps à le faire, toi? Alors... moi, j'ai mis... Apparemment, c'était une blague. Non, parce que mon numéro, normalement, il était comme c'était sur les signes de l'OES, on voulait le sortir en novembre. Ouais. Voilà. Après, on m'a dit octobre. Et puis après, on m'a dit, ah oui, mais alors celui qui devait sortir en septembre, en fait, il n'y arrive pas, donc est-ce que tu peux le faire en septembre? Donc du coup, oui, je l'ai fait en septembre. Mais du coup, j'ai mis... la réalisation, j'ai mis 10 jours. Alors, ce qui est génial, c'est que autant on s'attend à ce que l'éditeur réfléchisse différemment ses conditions de travail et ses relations avec les auteurs, autant là, c'est les auteurs qui expérimentent le métier d'éditeur. Et donc, du coup, ils font face aussi aux aléas de la vie des auteurs qui, des fois, traversent des choses, comme nous tous, pas faciles au niveau familial ou en termes d'organisation. Et du coup, il y a des surprises. Et je trouve que le plus gros challenge, c'est justement, on a un comité éditorial. Et là, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu un gros débat, mais alors sur une couverture à venir, justement. Et on s'est dit au bout d'un moment, mais c'est pas facile à faire parce que c'est un copain qui fait un numéro et lui dire que ça passe pas, c'est compliqué. Et quand on est simplement salarié même pas salarié d'une maison d'édition, quand on est prestataire et qu'on vous dit non, ta couve elle est bien sympa, t'as passé une semaine dessus, mais je vais pas prendre ça, c'est pas assez vendeur, et qu'on doit la refaire à zéro, mais quand ça vient de la part de copains qui lui disent non, on n'y croit pas, ta couverture, derrière vous verriez la conversation qu'il y a, c'est tellement plus humain, c'est tellement plus argumenté, parce qu'on essaie de comprendre ce qu'il a essayé de faire, on est dans une vraie relation d'échange, et ça c'est très constructif pour le coup. Après, c'est quelque chose dont on a l'habitude depuis... après, personnellement, vu que j'ai fait une école de dessin... Les critiques, tu veux dire? Les critiques des profs auront tendance à être, pour certains profs, du même acabit que celles des maisons d'édition. Mais pour d'autres, effectivement, on va avoir des critiques très construites et surtout, on nous apprend à nous critiquer les uns les autres, à ne pas hésiter à donner d'abord les points positifs, parce que c'est très important de nous encourager les uns les autres, parce que nous sommes tous solidaires, mais également de souligner ce qui peut ne pas aller, etc., pour s'améliorer les uns les autres. Et effectivement, au niveau de cette couve en particulier, qui traite d'un sujet, disons, politiquement incorrect, oui. Ouais, ça vient de trop, voilà. Hein. Mais effectivement, il fallait savoir quoi dire, etc. Et finalement, on s'est dit les choses franchement. Mais effectivement, de façon très humaine, on a proposé des solutions. On a de la chance que ça ne soit pas l'auteur le plus susceptible qui est concerné aussi. Voilà, mais après la conversation c'était un débat finalement, passionnant. Intéressant. Le débat qu'on a eu également sur la 4e de couve pour l'exposition internationale a également été un débat très très intéressant. Et c'était pas un débat finalement qui traitait de dessin, de couverture, mais c'était un débat qui traitait de texte, de ce qu'on voulait dire. Et là, finalement, c'était une autre partie de notre travail parce que on discutait en tant que scénariste, on discutait en tant que romancier presque, en tant que chercheur, qu'écrivain, on avait quelque chose à dire et on réfléchissait à la manière de le dire, de la façon, disons, la plus correcte pour un éditeur, parce que on était en train d'avancer un argument de façon un petit peu trop catégorique. Et il fallait réfléchir à la manière de le dire, de manière à ce que ça reste digne, disons, d'un journal. Donc là, effectivement, c'était très très intéressant également. Est-ce que sur les 9 numéros, il y a des personnes qui vous ont contacté pour mettre en doute certaines choses justement qui ont été avancées? Non. Moi non. Moi non plus, mais après, j'allais dire... Vu la teneur de mon numéro, je pense que personne se pointerait en disant « Ouais, non, mais cette histoire d'amour, ça n'a jamais eu lieu !» Non, c'est une histoire d'amour, enfin, je sais pas. On a envie d'y croire. Voilà, tu vas pas appeler Julia Roberts en lui disant « Ouais, non, mais Pretty Woman, j'y crois pas. » Non. Tu travailles sur quelque chose en ce moment je fais des petites animations pour le CNRS, pour de la dévulgarisation scientifique, en ce moment. Voilà. Comme Marion? Ouais, mais en animation, des petits clips d'animation. Sympa. Ouais, d'accord.
Tu parles d'accélérateur de particules et tout. Non, là je parle de formes passives et actives du langage sur les différents âges de l'enfant. Donc voilà. Et on peut dire du coup que tu es dyslexique toi-même? Oui, tu peux, oui. C'est marrant pour quelqu'un qui est dyslexique de parler des formes du langage. Oui, c'est vrai, je n'avais pas... T'avais pas pensé à ça? Non. Entre langage écrit et parler, c'est vrai. hein. Tu devrais le dire, Ben Lebec, dyslexique, qui fait des dessins animés pour le CNRS sur le langage. Ouais, c'est ça. Ils ne savent pas pourquoi ils ont signé en fait. Non. Ça va ressembler à rien en fait. On va voir ton dessin de quoi. Est-ce que vous avez des questions sur les numéros à venir ou le projet? Est-ce que c'était clair? C'est notre première tous les trois. C'est ça. C'était très clair. Est-ce que dans l'association, du coup, les libraires qui participent, je parle au comité éditorial restreint? Alors, t'es comité édito, toi, non? moi, je dis ce que peu. je pense. Ouais. Parce que je ne sais pas faire autrement. Mais même si je fais partie que de la diffusion, normalement, comme je dispose de temps, je peux le faire. Après, moi, j'avoue, je suis assez fascinée de les voir interagir les uns avec les autres, parce que je trouve ça chouette, parce que quelque part, ils ont compris notre fonctionnement, ils ont compris la maison d'édition, comment elle fonctionne aussi. Et c'est pas tous les auteurs qui ont la capacité à ingurgiter tout ça, à pas avoir d'ego et à savoir chacun les autres s'écouter et avoir un projet en commun comme ça. Moi je dis chapeau. Je pense qu'en tant que libraire, en tant que commerçant, on n'est pas capable aujourd'hui, malheureusement, je trouve en tout cas sur Lyon, de se fédérer et de présenter un projet ensemble comme ça. Moi je suis assez démunie des fois face à des dialogues d'anciens collaborateurs que j'ai eus qui comprennent pas la démarche par rapport aux fermes et aux 33%. Ils voient pas l'étendue derrière, des fois, du travail qui a été accompli, ne serait-ce que pour faire 12 planches. C'est vrai qu'une BD lambda aujourd'hui, c'est de moins en moins 46 planches. Et du coup, en termes de coût, c'est pas le même. En termes de mise en scène, pour nous, dans une librairie, c'est pas la même implication aussi. Et ça, c'est compliqué. Selon les libraires, c'est compliqué à l'entendre. Et quand, moi, mon jeu, du coup, par la suite, c'est de dire à tous les copains qui les lisent et qui soutiennent le projet, allez emmerder les libraires, parce qu'il n'y a rien de mieux que le demander. Au fait que c'est un projet qui a été monté par des auteurs, en partie contre, entre guillemets, les éditeurs, en fait, parce que vous créez votre propre maison d'édition. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que les libraires sont aussi j'imagine, pris dans les taux de la distribution, mais bien sûr. de l'édition. Bien sûr, parce que... Moi j'ai eu peur quand au début, moi j'ai le président de l'association c'est Olivier Jouvray, moi c'est un copain de 10 ans et on a des dialogues très musclés parfois, parce que moi des fois j'ai pas vu l'étendue de la démarche aussi d'un auteur et de la sueur qu'il laisse sur son travail. Et depuis 10 ans qu'on se connaît, on échange vraiment, on a vraiment ce débat-là, parce que lui c'est un fervent défenseur du numérique. Et moi, si je défends le numérique, c'est la mort de mon métier. Donc, c'est la mort. Moi, je suis arrivée aujourd'hui à penser que c'est l'évolution de mon métier. Je pense que les deux cohabiteront. C'est pas la même lecture, c'est pas la même écriture pour les auteurs non plus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est au bout d'un moment de se mettre autour d'une table et de se dire, va falloir faire quelque chose. Non seulement les gens aujourd'hui sont de moins en moins capables et ont de moins en moins envie de payer pour un bien culturel, quel qu'il soit, que ça soit un livre, un film ou un CD, c'est impressionnant. Ça veut dire que s'ils sont plus capables de le rémunérer, ça veut dire qu'ils ne subventionnent plus la création qu'il y a derrière. Et ça veut dire que on va s'appauvrir. Il n'y a plus de gens qui vont créer. Que ça soit le téléchargement est ce qu'il est, mais malheureusement dans la tête des générations qui sont après, et ça c'est effrayant, on n'a plus à acheter de DVD, de payer le cinéma, d'acheter un livre. Certains enfants, ils ne comprennent pas. Non, il faut télécharger. Même pareil, moi j'ai mon amoureux qui travaille en librairie de manga, et il se bat au quotidien contre des gamins qui lisent les scans sur Internet, donc ils prélisent les mangas. Alors, ils viennent les acheter parfois, mais ils prélisent gratuitement les ouvrages. Et il essaye de leur expliquer que c'est du vol en fait, c'est du vol par rapport à l'auteur. Alors peut-être que c'est l'auteur de One Piece qui vend à 150 millions,
je vais tomber dans le monde, et que du coup c'est un gars qui c'est le manga le plus vendu au monde, donc ils disent qu'ils peuvent pas lui faire de mal, mais c'est juste le concept, c'est de se dire, c'est comme si voilà, demain tu fabriques un petit pain de tes propres petites mains et tu veux vivre de ça, ben non, moi je vais te le voler parce que je vois pas l'intérêt de payer ton pain. C'est très primaire comme ça, mais c'est de se dire, il faut vraiment expliquer aux gens que la création artistique, elle a une valeur. Et nous, en tant que libraire, aujourd'hui, on est arrivé à... la limite, elle est dépassée depuis très longtemps. 4000, rien que BD par an. Et encore, ça s'est calmé. C'était 5700 pendant un temps. Et là, depuis 3 ans, ça s'est calmé. Donc on a 1500 en moins. Mais c'est juste que quand tu as un mètre carré donné de boutique, avec un rayonnage attitré de nouveautés, mais ne serait-ce que pour l'œil humain, habituellement, tu captes quoi, même pas 20% de ce que tu peux voir par rapport à des couleurs, par rapport à des titres qui vont comme ça. Mais alors du coup, si en plus toutes les semaines ça change, et c'est le cas, en ce moment là de septembre à décembre, toutes vos tables chez les libraires elles changent ensemble. C'est le plus gros rush de l'année, septembre-décembre. Et du coup, mais... Une couverture, elle a une semaine pour faire sa lance. C'est ça. Une semaine, c'est bien. Une semaine, c'est bien, puisque le jour où il ne faut pas aller en librairie, c'est le mardi, c'est le plus gros jour de réception, où votre libraire, quel qu'il soit, va être le moins sympa parce qu'il a des cartons de partout. Et le jeudi, il a ses racks de retour à refaire. Et donc, si vous voulez voir précisément ce qu'il peut y avoir en boutique, c'est le mercredi. Le mercredi, il y a une charnière où vous pouvez voir ce qui s'est passé la semaine d'avant et la semaine à venir. Voilà. Mais généralement, les gens viennent le samedi. Et le samedi, qu'est-ce qui va se vendre? C'est les gros blockbusters. C'est les gros trucs qu'on va mettre bien devant, en pile, les affiches, les PLV. Et ça, c'est terrible, mais c'est purement... c'est instrumentalisé. Moi, je le vois, c'est pour ça que c'est super intéressant, et je remercie Olivier de me mettre dans la boucle pour 2 Citres et la FNAC. Moi, la FNAC, c'est moi qui suis allée leur présenter le projet, et en face, pour moi, c'est des libraires que j'ai, c'est des nanas qui défendent leurs ouvrages, mais elles sont maintenant centralisées. Il faut savoir, 2 Citres et la FNAC, donc il y a une plateforme d'acheteurs, et eux, ils font des algorithmes, comme Amazon. Ils font des formules qui vont leur dire tel bouquin a telle capacité, on va le mettre à tel endroit sur 8 magasins, 10 magasins. Du coup, selon la rotation journalière qu'on a eue l'année d'avant, on va vous apprendre tant. Et donc, c'est du volume. Nous, c'est intéressant parce que 2 Citres, dès la première semaine, nous a contactés, sauf que 2 Citres, c'est 8 magasins, avec le même fonctionnement, rien qu'avec ça, mais il a fallu se battre pour des conditions, parce qu'en dessous de 40%, eux, ils font pas, s'ils ont moins de marge, ils ne fonctionnent pas comme tout le monde. Donc du coup, nous, on leur explique qu'on va travailler au volume avec eux. Voilà. Et la FNAC, c'est encore autre chose, parce qu'il y a des franchisés et des non-franchisés maintenant. Alors là, voilà. Donc nous, le souci, pour rien cacher de notre fonctionnement, le souci qu'on a avec la FNAC aujourd'hui, c'est que pour ceux qui sont centralisés, ça va être simple. On a des conditions qu'on a établies avec eux, et du coup, on va amener tout à un même endroit qu'ils vont dispatcher auprès dans les différentes boutiques. Et pour les franchisés, là, il va falloir que nous, on les contacte individuellement pour savoir leur quantité. Il faut savoir que déjà, en début de mois, c'est Virginie qui s'occupe d'envoyer un mail pour présenter le projet, le numéro à venir, à combien de... Je crois qu'elle envoie une 50aine de mails à chaque fois, personnalisés, pour dire au libraire, vous avez pris la dernière fois tant de numéros, combien souhaitez-vous du prochain? Vous avez un lien pour le prélire si vous voulez. C'est un boulot en amont qui est juste colossal. Il faut que le libraire nous renvoie le bon de commande pour lequel il s'engage en termes de quantité. Et nous, derrière, on lui livre, on lui amène une facture, et soit on est payé de suite en monnaie sans monter trébuchante, soit il a, en plus, là on est vraiment sympa, je trouve, mais bon, c'est normal selon les fonctionnements des libraires, il a en plus une échéance comptable pour pouvoir nous régler. Et selon, c'est soit on est accueilli à bras ouverts. Moi, je vais livrer la maison de presse à Bron. Mais le gars, c'est le tabac presse du quartier où il a plus de femmes voilées et de papis qui viennent lui jouer le PMU. Puis moi, j'arrive avec mes rues de Lyon, il me dit « Oh, génial, j'en ai plus !» Je fais « Merci !» C'est pas pour comparer, mais en centre-ville, j'ai des libraires qui comprennent pas notre projet et qui le soutiennent pas. Et moi, je suis démunie face à ça. Je me dis « Bon, mec, au bout d'un moment, on va faire sans toi, c'est tout. On va faire sans toi. » Alors, des fois, je l'explique.
Parce que certainement, peut-être, surtout que graphiquement, il y a une telle étendue de techniques et de thèmes qu'au bout d'un moment, forcément, nous, tous les lecteurs n'achètent pas tous les numéros. Il y a des fois, il y a le papy du coin, il va dire « Ah, génial, voilà, il y a l'histoire du pont de la Guillotière, qui est le 3e numéro. » Les gens, ils vont dire « Ah, tiens, c'est mon quartier, j'achète celui-là. » Il y a un côté très chauvin à acheter. Celui qui est, moi j'aime beaucoup celui de Marion aussi, le 6e, c'est une déambulation dans Confluence, dans le monde. Et ça, il est très intriguant ce numéro dans la Constitution, c'est pas une BD lambda. La mort flottante, il est super rigolo, la famille c'est plus sur la Croix-Rousse, c'est pas égal. Mais la lecture de tous fait que non seulement au petit dîner mondain, on est un peu moins couillon parce qu'on a toujours une petite anecdote à sortir. Donc ça, c'est super sympa. Tu disais que les libraires ont du mal effectivement à adhérer à votre projet, mais est-ce que par effet boule de neige, tu penses que ça va être obligé? Ah bah si, moi quand la dernière fois je l'ai eu, il me dit « Ah mais il y a machin qui le vend aussi ». Je fais « Mais non ». Je fais « Non, ils l'ont pas pris ». Il me fait « Je fais vous êtes le seul point de vente dans le premier avec expérience qui les prend par 200, je crois. Ils les prennent par 2. C'est la BD qui les prend par 200. BD. Le plus gros vendeur, c'est la BD. Mais quand... il me dit « Ah bon, on savait pas, mais nous... » Et moi je continue, je lâche pas le morceau. Hein, mais... Ouais, alors après, en termes économiques, moi je comprends la frilosité. C'est-à-dire que quand tu as en moyenne un volume de livres que tu vends, par exemple sur ton samedi, à 40%, et d'un seul coup tu vas vendre 2-3 trucs à 33%, ça te fait baisser ta marge de la journée. Qui dit beaucoup de petites structures, c'est une structure indépendante dont on est en train de parler, ils ont quand même presque 8 salariés. Au bout d'un moment, si tu marges moins, tu as moins de bénéfices, si tu as moins de bénéfices, tu as moins d'ouverture de charge. Bah oui. C'est pour ça que je lui dis, joue le jeu du volume. C'est dans le volume que tu t'en sors. J'ai une librairie dans le 7e. Ça fait 6 mois qu'elle nous doit une facture de 6 €. Non, mais c'est ridicule. Au bout d'un moment, tu te dis, mais merde, tu peux les donner tes 6 €. Quoi. Après, là, on est en train de parler d'autres choses. Voilà. L'organisation personnelle des commerçants. Mais je trouve ça tellement débile. Mais oui, mais ça, c'est drôle. On est en train de parler de gens. Je ne veux pas dédouaner mon métier à tout prix, mais quand au bout d'un moment, tu as encore des libraires à l'ancienne, tu as la nana derrière son comptoir avec ses lunettes qui a des piles de partout, elle n'a rien à foutre de ses retours, elle n'a rien à foutre des nouveautés, elle fait tout comme elle entend, et c'est génial, et toi tu rentres là-dedans, tu as l'impression que tu vas faire la poussière. C'est chouette, hein, mais alors les 6 € tu peux les oublier, hein, mais sauf si tu vas pas, voilà, tu as des gens comme ça, c'est comme voilà, le poncif sur le bibliothécaire fait m'en fous, c'est la cote machin, ouais, super. Non, voilà, c'est comme pour tous les métiers, il y a des gens ils font ça des fois bien organisé, il y a des fois c'est foutraque, c'est vrai que les gens, moi on m'avait dit quand je tenais une librairie, on m'avait dit que c'était trop bien rangé. Vu le temps que j'y passais, je me dis bon merci bien d'être venu, hein, c'est pas grave. Moi j'aurais jamais une librairie en bordel, c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, mais il y a des gens, ils aiment une rentrée, il y a des cartons, il y a les PLV, c'est trop bien. Donc quand on était en centre-ville, les gens ils rentraient dans les cartons, ils disaient qu'est-ce que tu fais mec, non, tu vas en prendre d'une si tu continues. Non mais t'as des gens, ils aiment ça, ils ont l'impression qu'ils participent à l'effort collectif. Tu rentrais dans les cartons? Ah mais quand on avait des palettes et des cartons, on avait un gars tous les jeudis matins, il venait chercher avec sa petite liste exactement ce qui sortait. Et puis donc il était au-dessus de toi comme ça, donc toi tu défiles, tu avais ton cutter, tu continues. Et Rad dit, est-ce que c'est... Oui, il est filmé, je vous le donne, je vais t'assommer avec. Je suis pas violente, hein, mais non, mais c'est hyper relou, mais voilà, on a un métier qui est beaucoup de manutention et c'est vrai que du coup, quand tu as beaucoup de clients qui arrivent à ce moment-là et que tu dois rester... Mais oui, bien sûr, je vais chercher le livre que vous cherchez qui est au fond de la réserve et je sais pas où il est, ton truc, et je vais tout laisser en plan là. Non, mais on peut en faire beaucoup de blagues, hein. Mais... Bon, ça, c'est en même temps, à partir du moment où on fait un métier, où il y a un contact avec un client, au bout d'environ 3h25, on a envie de tuer n'importe quel client, alors que c'est pas sa faute globalement. Moi, quand j'étais serveuse, le client, il voulait juste manger un hamburger. C'était pas sa faute, à la base, il avait faim. Mais j'avais quand même envie de le taper, j'avais envie de lui dire « Arrête, rentre chez toi, tu me fais chier ». Mais c'est bon, c'est également parce que j'avais envie de rentrer chez moi. C'est un très très bon métier, je l'ai fait pendant 13 ans avec plaisir et passion, mais en effet ce que dit Morgane c'est drôle. Et puis heureusement qu'il y a des jours où tu as le papy que tu as conseillé la semaine dernière qui revient te dire bon franchement merci.
Merci, parce que le cadeau, en fait, tu as des gens qui viennent te demander de leur conseiller un livre qu'ils n'ont pas lu, pour quelqu'un des fois qu'ils ne connaissent pas trop, et ils te font complètement confiance, ils s'en remettent à toi, et quand tu tapes juste, on te demande d'être empathique encore plus que normalement, parce que d'un seul coup, c'est quelqu'un dont ils vont te donner des éléments. Alors, moi, j'ai une fois, on a une mamie avec Adrien, ouais, c'est pour mon Jean, mais vous savez, il est un peu bête et con, hein. Je dis, oh, putain. Bon, bah, allez, ramasse, bam. Mais il aime bien l'histoire quand même, mais facile, hein, un truc genre Alix, vous voyez, Rahan, bien, les auteurs, c'est bête et con, génial. Nous, le truc qu'on a le plus en librairie, c'est le beau dessin. Vous savez, j'aimerais un truc avec un beau dessin. Et là, moi, généralement, je dis, vous savez, soit vous me prêtez vos lunettes, soit on change nos paires d'yeux, parce que vous, votre beau dessin à vous, c'est pas mon beau dessin à moi. Ça veut rien dire pour moi. Donc, je vais vous montrer peut-être des choses qui, esthétiquement, peuvent vous... Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, beau dessin? Et alors là, ça peut durer 40 ans. Mais c'est intéressant. C'est un métier qui est ultra riche. Et du coup, quand on arrive à avoir justement des projets comme les Rues de Lyon, où on a les auteurs après qui viennent défendre, donc ça nous fait des animations super sympas et tout, la boucle est bouclée. On se dit que voilà, la chaîne du livre, si aujourd'hui elle se réduit, si on arrive à avoir un travail plus de proximité entre le lecteur, le diffuseur qui est du coup le libraire et l'auteur, mais on aura gagné un truc. C'est évident, c'est plus intelligent. Pour l'anecdote, la dernière fois que je suis allée à la poste, du coup, pour amener les numéros de Ben, je me suis fait accueillir par une nana qui visiblement en avait par-dessus la tête du travail, etc. Elle a raconté à tout le monde à peu près toute l'histoire de sa vie, qu'elle s'était levée à 5h du matin, etc. et que c'était la fin du monde pour elle. Et ensuite, il y a une autre dame qui est venue, elle a commencé à regarder le fichier que je lui montrais et tout. Oh, mais vous êtes l'épicerie séquentielle. Oh, mais j'ai adoré le dernier Rue de Lyon, c'est le nouveau celui-là. J'étais là, oui, regardez, c'est le nouveau. En fait, à chaque fois qu'on se pointe, on doit leur apporter le contenu de l'enveloppe pour qu'ils vérifient que ce qu'on envoie est bien conforme au contrat. Il n'y a pas de drogue, et du coup, si vous prenez de la bonne voilà, c'est ça. Les pages pour rouler, pour faire quelque chose, à mon avis, ça ne doit pas être terrible. Alors en fait, c'est également qu'on a un contrat presse et du coup, on ne peut pas envoyer n'importe quel bouquin. Donc il faut également faire gaffe au contenu, etc. Pas d'incitation à la violence, tout ça. Et du coup, quand on leur apporte les exemplaires, c'est séance lecture à la poste. Et du coup, la nana me dit, écoutez, là je vais partir à la retraite dans 2 semaines, mais je vais m'abonner. Comme ça, je pourrais continuer à les lire. Et là, c'était comme toi avec ton petit vieux, ça m'a fait vraiment, fait vraiment plaisir. C'était vraiment drôle. Donc voilà, on est fiers. Tiens, pour rebondir à ce qui avait été dit il y a un petit moment déjà, les couvertures, des couvertures des BD qui ont 1 semaine pour plaire. Alors effectivement c'est le cas et souvent il suffit qu'il y ait un mauvais positionnement au niveau des libraires. Que le libraire ait lu un petit peu vite, etc. Alors, pas que. Mais attends, j'ai pas fini ma liste. Il y a aussi le travail du diffuseur qui est important. Oui. Il y a de la mauvaise pub, il n'y a pas de pub au niveau du diffuseur, au niveau de l'éditeur, il n'y a pas assez de communication ou quoi que ce soit. Et tel bouquin qui a du potentiel, etc., va passer complètement entre les mailles du filet. Le problème, c'est que si ce bouquin, c'est par exemple le tome 1 d'une épopée qui aurait pu être absolument géniale, au bout d'1 an, on va dire à l'auteur qui a déjà commencé à travailler sur le tome 2, on va lui dire, écoutez, on n'a pas vendu assez du tome 1, le tome 2, il n'y en aura pas. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui devient extrêmement courant. Et actuellement, il y a beaucoup de tomes 1 qui sortent, et il n'y aura jamais de tome 2, simplement parce que, en 1 semaine, il faut que la couverture convainque, il faut que tout se passe pour le mieux, et avec 4000 sorties annuelles, c'est pas possible. Ça marche pas. C'est pour ça que maintenant on a beaucoup de contrats où il y a beaucoup de diptyques qui sortent, des histoires. Enfin, les maisons d'édition ils font des choses plus succinctes. Maintenant il y a plus d'intégrales. Il faut savoir que pendant longtemps sur des intégrales qui sont géniales, des fois esthétiquement et puis en termes de lecture et puis en termes de cadeaux, on a de suite un gros bouquin, mais les auteurs ne touchent pas de droit sur une intégrale. Il faut le savoir. Donc, par exemple, pendant longtemps, Aldébaran, justement, Bételgeuse, Léo, ils ne touchaient rien sur les intégrales qui s'arrachaient en librairie parce qu'elles étaient très très belles. Et le contrat d'auteur ne permet pas forcément
d'avoir une rétribution sur son format intégral. C'est fou, comme tout ce qui est lecture numérique. Ouais. Sur un format, une lecture numérique aujourd'hui d'une BD, les maisons d'édition se gavent complètement puisqu'il n'est pas prévu aujourd'hui par la loi, alors je ne sais pas si Madame Pellerin va finir par faire quelque chose, mais que l'auteur soit rétribué sur la lecture numérique. Je ne suis pas sûre qu'elle ait déjà compris ce que c'était le snack, donc le livre déjà globalement. Elle a dit en 2 ans, elle n'avait pas lu le livre. Bien. L'auteur vend un livre numérique sans payer l'auteur. Ouais. Alors ce qui est très drôle, c'est de nos jours les contrats commencent à inclure une clause numérique qui est risible en fait. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un éditeur qui m'a fait un petit peu rigoler. Je ne sais pas si c'est les humanoïdes associés ou quelque chose comme ça. Ils ont fait comme Free et SFR, ils ont fait forfait illimité. Donc on paye 6 € par mois et on a accès illimité à toute leur bibliothèque. Et pour la blague, il faut dire que les Humanos, c'est des auteurs qui l'ont fondé. Les Humanos, c'est 3 auteurs à la base qui ont fondé la maison d'édition des Humanos, dont Mébus. Mébus. Et là, du coup, 6 € par mois. Ça veut dire que les auteurs de toute la bibliothèque des humanoïdes associés vont ne plus être payés du tout, en fait. Si les gens en viennent à lire que du numérique. Par exemple, tu as ta petite tablette, tu pars en voyage et tout machin. Moi, j'avoue, pour le livre, ça peut avoir son intérêt. Pour le livre, oui, parce qu'il y a des liseuses, etc. Mais il faut savoir que tel que les BD sont réfléchis aujourd'hui, nous, ça s'appelle l'épicerie séquentielle, c'est par rapport à l'art séquentiel. Donc, c'est vraiment une lecture case après case, avec des ellipses, avec une temporalité. Il y a une vraie idée de mise en scène. Et ça, aujourd'hui, ça ne se prête pas à la lecture en tablette. C'est plus que case après case, c'est planche après planche. Exactement. Une page est construite dans une intégralité. Voilà. À la fin de la planche, s'il y a telle case, c'est pas par hasard. C'est parce que case d'après, planche d'après, il va y avoir une solution d'intrigue. Planche d'après, on va changer d'ambiance visuelle, on va changer de lieu. Il faut vraiment le lire chaque planche dans une continuité, parce que là, il va d'abord voir la planche dans son intégralité, apprécier la composition générale de la planche, et ensuite lire ce qui va se dire. Et effectivement, le milieu numérique, même Olivier Jouret, qui est peut-être un fervent défenseur du numérique, voilà, il soigné depuis. Il dit de toute manière, le numérique actuellement n'est pas viable. On ne peut pas, personne ne va acheter des BD numériques. Les gens achètent encore l'objet. Ça, c'est autant les livres. Il commence à y avoir un début du numérique, et même, j'ai essayé. Je me suis acheté il y a quelques années une liseuse. Voyant l'étendue de l'offre. Le bouquin suivant, je l'ai acheté en papier, j'ai transbahuté dans mon sac, il s'est retrouvé complètement corné dans tous les sens et j'étais très contente. Tu vois, cette année aux États-Unis, 3 livres sur 5, c'était des livres numériques. Oui, mais les États-Uniens, voilà, ils n'ont pas de culture. Voilà, ils connaissent pas le monde mis à part chez eux. Du coup, ce qu'on peut vous proposer, donc nous, on est venu aujourd'hui avec tous nos numéros. Et Morgane et Ben, déjà c'est bien. Et pas le 10 parce qu'il sort la semaine prochaine. Voilà. Et Morgane et Ben, ils peuvent dédicacer leur propre numéro. Je sais pas ce que vous faites d'habitude en dédicace. On va pas dédicacer ceux des autres. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous l'a demandé une fois. Hein. Oui, mais c'était un titeuf, non, t'as jamais demandé en dédicace? Non, on m'a jamais demandé un titeuf en dédicace. Mais je peux faire un titeuf façon romantique. Ce sera, je pense que la plupart des adolescents détesteront complètement.